À la une ce soir, le début aujourd'hui des épreuves orales d'anglais du BPC sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 300 000 candidats sont concernés. Dans ce journal également, une soixantaine de pays signent un traité sur le commerce d'armes conventionnelles aux Nations Unies. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre cette dernière édition. Plus de 300 000 candidats à l'assaut aujourd'hui des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle session 2013. Les oraux d'anglais ont donc débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Comment les candidats gèrent-ils cette situation stressante? Les sujets prévus pour les oraux sont-ils abordables? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Grace Kando. Lycée moderne de Trècheville. Dans cette salle, les élèves attendent leur tour pour le passage des épreuves orales du BPC. Ces candidats devraient donc montrer leur savoir-faire en sachant bien parler l'anglais. Notre tour n'est pas encore arrivé. On nous appelle partout de rôle et puis on va. On a un peu peur mais ça va aller. Bazia Kwasi lui est déjà passé devant l'examinateur. Il dit être confiant tout comme Amoussou Mistarak. Je viens d'achever mon oral d'anglais qui parlait de Taloa, une jeune fille qui voulait se coiffer chez Sam Kofi, un coiffeur vivant à San Pedro. J'ai bien répondu aux questions et je suis sûr que j'aurai une bonne note. J'ai choisi le test qui parlait d'un jeune chanceux. J'ai trouvé l'épreuve bonne, ça m'a plu moi-même. C'était facile en tout cas. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mon BPC. Au lycée moderne de Trècheville, tout se passe bien. Examinateurs et chefs de centre sont satisfaits du déroulement des épreuves. Ça se passe assez bien depuis ce matin. On a interrogé des candidats qui sont assez bons et répondent assez correctement à nos questions. Et puis on a constaté qu'il n'y a pas trop d'absence cette fois-ci. Donc c'est la discipline. Dans l'ensemble, je crois que tout se passe bien. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. Les forces de l'ordre sont en place. Il y a l'inspection générale qui vient juste de passer. Il n'y a pas de problème majeur. Plus de 300 000 candidats affrontent les épreuves orales du BPC. Les épreuves écrites auront lieu les 11 et 12 juin prochains. Alors, début aujourd'hui des épreuves orales d'anglais du BPC. Les candidats sont ainsi obligés de se lever de bon matin pour se rendre dans les différents centres. Mais il y a un hic. Les oraux qui devaient commencer dès 7h30 ont démarré 2 ou 3 heures plus tard dans certains établissements du district d'Abidjan. Une situation bien embarrassante pour les candidats, n'est-ce pas, Grace Kando? Lycée classique d'Abidjan, il est 10 heures. Ici, élèves et examinateurs attendent toujours le démarrage des épreuves orales d'anglais. Nous sommes là depuis 7 heures. On attend les professeurs pour commencer. On est un peu stressé, on est impatient quand même. On attend que les sujets viennent. Sinon, les interrogateurs, tout le monde est là. Les responsables sont en réunion avec le DREN. Même schéma dans d'autres établissements, notamment au lycée moderne Nangu à Brogua et au collège moderne du Plateau. Depuis 7h30 jusqu'à 10h15 maintenant, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que quand même quand on vient aux examens, sur le plan psychologique, l'élève est préparé, il vient à 7h30. Bon, malheureusement, sans les épreuves, on ne peut pas commencer, donc nous sommes obligés de patienter. Une situation que décrit Dame Marie-André Ba, parent d'élèves. Nous sommes là depuis 6h45 et jusque là, il est 10h30, les sujets ne sont pas encore arrivés. Et il y a plein d'élèves qui n'ont pas leur nom sur la liste, à qui on a demandé de repasser à 16h. Je pense qu'on a une année pour préparer les examens. Ouattara Suleiman, professeur d'anglais, pointe du doigt des difficultés au niveau de l'organisation. On m'avait affecté au commandant Cousteau. En partant, on m'appelle pour me dire qu'il y a mon nom sur la liste du lycée classique ici. Et je viens effectivement, il y a mon nom sur la liste du lycée classique. Donc je me suis inscrit, j'attends que le chef de centre vienne avec les textes et les images pour qu'on puisse commencer. Les épreuves orales ont pu tout de même se dérouler et durent 4 jours. On poursuit avec ce communiqué libellé comme suit. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ayant constaté que seulement 73% des fonctionnaires ont été notés à la date du vendredi 31 mai, informe l'ensemble des fonctionnaires que cette date limite est prorogée jusqu'au samedi 15 juin, délai de rigueur. Les chefs du service sont donc invités à prendre toutes les dispositions
pour noter tous les fonctionnaires dans le délai requis. Passé ce délai donc, toute personne non notée sera considérée comme fonctionnaire sans poste de travail et verra son salaire mis sous contrôle. À présent, un mot sur l'environnement. Demain, mercredi 5 juin, la communauté internationale va célébrer la Journée mondiale de l'environnement. C'est une célébration pour amener les populations à devenir les agents actifs du développement durable. On écoute le message du gouvernement ivoirien, lu par le ministre de l'Environnement, Rémi Alakwadio. Le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2013 est « Penser, manger et préserver ». Un thème d'actualité puisque, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, chaque année, environ 1,3 milliard de tonnes d'aliments, soit le tiers de la production alimentaire mondiale, sont gaspillés. Résultat, plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. En effet, plus de 27% de la population ivoirienne souffre de malnutrition, pendant que notre pays a une production annuelle de 15 millions de tonnes de vivriers par an. Les déchets alimentaires représentent à eux seuls un tiers des déchets municipaux. Par ailleurs, une étude menée par Action contre la faim au mois d'août 2011 révèle qu'à l'ouest du pays, 60% des ménages n'arrivaient pas à couvrir leurs besoins alimentaires, alors qu'en période de soudure normale, cette proportion est de 30%. Ces rejets représentent donc une perte énorme de ressources naturelles et un impact négatif sur l'environnement. Le gouvernement ivoirien, pour faire face au problème de la faim, invite les populations à adopter de nouveaux modes de production, transformation et conservation d'aliments afin de préserver l'environnement et garantir un meilleur avenir. Une réunion à Abidjan des responsables des instituts polytechniques ouest-africains pour susciter la pratique du sport par les étudiants. Le but est de relancer les activités de l'association sportive des polytechniques de la sous-région. Le reportage de Hamza Diaby. Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Après de longues heures d'études dans les salles de classe, les étudiants mettent un point d'honneur à la pratique du sport. Pour les responsables de l'INPHB, l'activité sportive fait partie intégrante de la formation des futurs cadres qui sortiront de cet institut. Il faudrait engager tous les gouvernements impliqués dans ces activités sportives sous-régionales pour lancer non seulement les activités, mais pour dégager, mobiliser les financements. Conscients de l'apport du sport dans la formation des étudiants, les directeurs des instituts polytechniques de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés sur les bords de la lagune Ébrié pour réfléchir sur la politique de la pratique du sport dans leurs instituts. Pour favoriser l'intégration sous-régionale par le sport, ils ont décidé de la tenue en août 2014 du tournoi réunissant les étudiants des écoles polytechniques de l'Afrique de l'Ouest. Une compétition qui n'a pu se tenir depuis plusieurs années, faute de financement. Dans les grandes écoles, le sport doit faire partie de la préparation, notamment même physique, parce que les ingénieurs qui vont être sur les chantiers, les techniciens supérieurs qui vont être sur les chantiers, il faut qu'ils soient physiquement forts. Et à travers le sport, on formate les étudiants à la constitution de cet esprit d'équipe. Le tournoi de l'association sportive des écoles polytechniques de l'Afrique de l'Ouest sera à sa 3e édition et permettra aux étudiants de compétir dans plusieurs disciplines sportives. Une récompense pour François Hollande. Le chef de l'État français va recevoir demain à l'UNESCO le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Une distinction pour remercier l'intervention de la France dans la résolution de la crise malienne. Qu'est-ce que le prix Félix Houphouët-Boigny avant le président François Hollande? Quelles sont les personnalités qui ont reçu ce prix? On en parle avec Aimé Quadio. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a choisi comme destination la France. Le prix attribué cette année au président François Hollande lui sera remis officiellement demain. Une cérémonie au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO à Paris. François Hollande est récompensé pour sa contribution à la paix et à la stabilité en Afrique, notamment pour l'intervention militaire française au Mali avec pour objectif la libération du pays de la menace djihadiste et de la sécurité dans le Sahel.
Il succède ainsi à l'Association des grands-mères de la place de Mai ayant reçu le prix en 2010. Mais bien avant, le prix Félix Houphouët-Boigny a été décerné à 25 autres organisations et personnalités, parmi lesquelles Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, ancien président sud-africain, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'ancien Premier ministre de l'État d'Israël, Yitzhak Rabin, Simon Peres, ministre des Affaires étrangères d'Israël en 1993, Yasser Arafat, ancien président de l'autorité palestinienne, le roi Juan Carlos d'Espagne et l'ancien président du Brésil, Inácio Lula da Silva. Le prix Félix Houphouët-Boigny a été créé en 1989. Il est doté d'un diplôme de la paix et d'une médaille en or, une distinction décernée par l'UNESCO chaque année. Ce prix honore des personnes, des institutions ou organisations ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Le lauréat François Hollande recevra également la somme de 150 000 $ américains, environ 100 millions de francs CFA. Et cette somme, François Hollande a décidé d'en faire don à 2 associations maliennes pour leur soutien aux soldats blessés et pour leur lutte en faveur de la paix et de la réhabilitation des zones de conflit. Vers une issue favorable dans les négociations en Guinée-Bissau, la formation de nouveaux gouvernements d'union nationale pourrait ramener la stabilité dans le pays. Depuis un mois, c'est le bras de fer en Guinée-Bissau entre la présidence et les grands partis politiques. Un nouveau gouvernement de transition doit être nommé, plus inclusif. Le PAIGC, qui a la majorité des députés, refuse qu'on lui enlève des portefeuilles ministériels. Les négociations sont dans l'impasse. C'est le gouvernement qui bloque, ou bien la présidence à travers le gouvernement. Ils veulent le portefeuille. Un premier ministre, un président qui veut 6, 7, 8 portefeuilles. Pourquoi faire? Pour donner à ses amis? De son côté, le Premier ministre subit une forte pression des instances internationales. Son cahier des charges, mettre fin à la transition chaotique qui a suivi le putsch et nommer une équipe plus équilibrée. Les 2 grands partis, chacun veut un parti du gâteau plus grand que les autres. Je pense que c'est un processus, il faut continuer à discuter, il faut continuer à négocier, mais il y a des limites aussi. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de cette inclusion, c'est effectivement qu'on fasse les élections avant fin d'année. Mais pour rentrer au gouvernement, à présent, il faut montrer patte blanche. Il ne faut pas avoir le problème avec la justice. Il ne faut pas avoir le problème, il ne faut pas être accusé des questions de trafic de drogue mêlées dans les affaires de drogue. Ça, moi, je ne veux plus que cette personne rentre dans ce gouvernement. Descendant de son 4x4 tout neuf, ce responsable du PRS, l'autre grand parti bissau-guinéen, ne voit pas où est le problème. Je ne pense pas que le Premier ministre fait référence à notre parti, parce qu'en Guinée-Bissau, tous les gens connaissent notre membre de gouvernement, notre dirigeant, et nous ne sommes pas impliqués dans les cas de drogue ou des autres situations de corruption. Mais tous les partis grands et petits le savent, ils sont maintenant dans le collimateur. Il va falloir mettre du clair dans les rangs avant la présidentielle, prévue en novembre prochain. En image à présent, la Turquie, où les contestations contre le gouvernement se durcissent. Les centrales syndicales du pays se sont jointes aux populations pour manifester. Les autorités turques appellent à l'apaisement. Dans l'actualité également, la signature d'un traité sur le commerce d'armes conventionnelles aux Nations Unies par une 60aine de pays. Le traité va rentrer en vigueur après sa ratification par 50 États. C'est le premier traité du genre aux Nations Unies. Une 60aine de pays ont signé lundi le traité sur le commerce international des armes conventionnelles, un marché de 80 milliards de dollars par an. Chaque signataire sera tenu d'évaluer avant toute transaction si les armes vendues risquent de contourner un embargo, violer les droits de l'homme ou être détournées au profit de terroristes ou de criminels. Les États-Unis, principal marchand d'armes, devraient signer plus tard. La Chine et la Russie ont réservé leur position. Le traité n'entrera en vigueur qu'après ratification par 50 États. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de suivre RTI2.